La dernière. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Radio Nova. Bienvenue dans la dernière en direct en public au Théâtre L'Européen à Paris. Ça va l'Européen? A priori ça va. L'Européen va bien. Merci pour cet accueil incroyable. Merci tout le monde. On est le dimanche 2 février. C'est la journée mondiale des zones humides. Vous saviez ça? Oui. Incroyable. On souhaite donc une bonne journée au slip de François Bayrou devant un kebab. C'est vrai que François, il a commencé sa carrière en disant « Je suis contre l'extrême droite ». Ben là, il est tout contre. Hein. Là, il est collé. Il est collé au facho. Plus collé, c'est dedans. Je vous laisse avec cette image mentale de François Bayrou dans Bruno Retailleau. Et je vous demande de faire un accueil des plus chaleureux à Juliette Magic Arnaud. Et bonjour. Ça va, Juju? Oui, très très bien. Et Juju, oui. C'était quoi le pire moment de ta semaine? Franchement, c'est quand je suis revenue là en train d'une date et il y avait François Bayrou et Gérald Darmanin. Et vraiment, j'ai pris sur moi pour pas intervenir. Je pense que tu as volé ce meilleur moment de ta semaine à Aymeric Lomprey, messieurs, dames. Aymeric? Ouais. Ça va? Ouais, ça va. C'était vraiment ça. C'était toi, ça, ce meilleur moment de la semaine? Oui, c'était le meilleur. En fait, j'ai voyagé, je suis allé à Bordeaux, forcément, ouais. Avec Gérald Darmanin et François Bayrou. Et ben écoutez, Gérald Darmanin, il m'a expliqué sa politique. Ouais. Et ben, c'est pas con. Parce que... Oui. Non, j'avais pas de suite. Il n'y avait pas de suite, d'accord. Ouais, comme lui, en fait, quand il explique sa politique. Oh, attention, ça dénonce. Et avec nous aujourd'hui, on est obligé, c'est comme ça, c'est dans le contrat. Pierre-Emmanuel Barré. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, et toi, Guillaume? Bah, ça va. T'as passé une bonne semaine? C'était quoi? Super semaine. C'était quoi ton meilleur moment? Ma coloscopie. Vraiment? Pour de vrai? J'adorais, j'en ai fait 2. C'est vrai? Ça y est, tu fais du... Bienvenue dans le cinéma. Ouais. Ça y est, voilà, parfait. Et nous rejoindrons pendant l'émission Audrey Vernon, Guédré et Laëlia Véron. Allez, on est partis, les amis. On perd pas de temps, on est chaud comme Elon Musk à un congrès de Nazi Asperger. C'est la revue de presse. C'est moi qui commence. Allez, Pierre. J'ai une info, bichette. Philippe Carly, le patron du plus grand groupe de presse régional, démissionne après avoir liké plusieurs publications d'extrême droite sur les réseaux sociaux. Bichette. Alors, il a reconnu une pratique rapide et maladroite des réseaux sociaux. Alors, désolé Philippe, mais rapide et maladroit, c'est pas ce qu'on dit quand on soutient les fachos, c'est ce qu'on dit après une nuit avec Guillaume. Oh non, c'est dommage. J'ai des témoignages. Et moi, j'ai une info. Attention, couvrez-vous. François Bayrou a parlé d'un sentiment de submersion migratoire. Attention, couvrez-vous. Ouais. Alors, il y a 8% d'étrangers en France et Bayrou, il voit une submersion. Alors, Bayrou, quand il remplit son bain, il a... Attendez, on a déjà un quart, après, c'est bon. Voilà. Après, l'eau, elle va prendre toute la place de ma baignoire et je serai tout propre et il n'y aura plus de la merde qui sort de ma bouche. Alors moi, j'ai une info, mais ouais! Il va y avoir un film sur Gisèle Halimi et le procès de Bobigny qui est un moment fondateur dans la lutte pour l'avortement. Mais ouais! Bon, alors doucement sur l'enthousiasme tout de même. C'est une actrice belge qui a été choisie pour jouer Gisèle Halimi. Et Dieu sait que j'ai rien contre les Belges, hein, encore moins contre Virginie Fira. Mais alors pour rappel, Gisèle Halimi est née d'une mère d'origine espagnole et d'un père d'origine berbère. Ça doit forcément être parce qu'il n'y a pas d'actrice d'origine maghrébine en France. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai une information. Oh là là, il y a urgence. Un plan de travaux a été mis en œuvre pour sauver le musée du Louvre. Oh là là, il y a urgence. Oh là là, j'ai regardé le discours de Macron à la télé. Il y a un moment, il y a eu un plan, tout était en train de se casser la gueule, il n'y a rien qui tenait. Puis après que j'ai compris, non, c'était juste le visage de Jacques Lang. Moi, j'ai pas trouvé d'infos feel good. Alors j'ai décidé de propager des fake news. Et j'ai une fake news, mais non! Donald Trump a invité Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche mardi prochain, mais en vrai c'est un piège pour le mettre en état d'arrestation afin qu'il soit jugé devant la Cour pénale internationale. Mais non! Bah non. Non, je vous ai dit c'est une fake news. Mais avouez qu'elle est quand même hyper feel good. J'ai une info. Allez, courage gros. Le navigateur Sébastien Marcet fait face à des avaries majeures et peine à boucler le Vendée Globe. Courage gros. Courage. Vous savez pourquoi je parle de ça? Parce qu'il nous écoute, figurez-vous. Il m'a envoyé un message très mignon sur mon mail. Et voilà, j'avais envie de lui souhaiter un bon courage, sachant que le plus dur l'attend, puisqu'il revient en Vendée. C'est vraiment une épreuve que j'ai jamais compris, quoi. C'est comme le Clermont-Ferrand Globe Challenge. Je comprends le principe de partir
partir, mais pas de revenir. Ouais, ça m'échappe. Courage, Sébastien. Et moi j'ai une info, ça c'est courageux mon pote, on t'aime pour ça. Aymeric Lompré a quitté Twitter. Ben ça c'est courageux, mon pote, on t'aime pour ça. Ouais, merci. Mais non, mais je le dis parce qu'en fait tout le monde s'en branle. Ouais. Donc Ouais, c'est vrai ça. Ouais, ouais. non, mais Guillaume il va aux toilettes, il y a un reportage dans Crotte de Faible Magazine, et moi rien quoi. Tout le monde. Ouais, non, on s'en fout. On s'en fout. Vraiment, on en a rien à foutre. Vraiment, on s'en tape. Bon bah je retourne sur Twitter alors. On s'en fout. On en a rien à foutre en Vraiment, fait. on s'en fout. Ouais. Voilà. Moi, j'ai une info, mais ouais, ça fait 2. 5 actrices sont nommées au César 2025 dans la catégorie meilleure actrice. Mais ouais. Ouais, je vous sens un peu mou sur l'enthousiasme. Ah ouais, parce que sinon, il n'y a aucune femme qui est nommée pour meilleur réalisateur, meilleure adaptation, meilleur film. Ok, mais il y a 5 actrices pour meilleure actrice quand même. Et il y a aussi 5 actrices pour meilleur espoir féminin. Et il y a aussi 5 actrices pour meilleur second rôle féminin. Ouais, allez, Juliette, C'est bien. je te coupe la parole parce que je suis un garçon. Donc j'ai le droit, bien évidemment. Et je te coupe la parole pour donner la parole à un autre homme. Oh. Parce que Aymeric, c'est le moment tant attendu par... je sais pas encore qui. Mais tu as une petite séquence à la fin de la revue de presse. Qu'est-ce que tu nous as préparé de beau cette semaine? Bah là Guillaume, je te cache pas que j'ai plus trop d'idées. Parce que en fait, à chaque fois que je fais ma séquence tant attendue, à chaque fois tu m'envoies des messages par un texto parce que t'es pas courageux, et tu me dis ouais, ce que tu fais c'est de la merde, et je dois me rattraper la semaine d'après. Mais là j'ai compté, ça fait 19 fois que je me rattrape. Donc déjà de une, je suis pas un Wistiti. C'est pas mal, c'est pas mal. Et de deux, je vous cache pas que les prises commencent à manquer. Puis que ça commence un petit peu à jouer avec mon moral, parce qu'après 19 échecs, à moins d'être valse, c'est compliqué d'avoir encore la confiance. Oh, que me traverse-t-il? Une idée de génie. Une idée. Préparez-vous à rire et être instruit. Bon. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons partir dans l'univers féerique des mots fléchés. On va rire et on va apprendre. Munissez-vous de vos plus beaux stylos et de vos lunettes. Si vous êtes vieux ou si vous êtes jeune et que vous mettez des chemises à carreaux et quand vous vous asseyez vous faites bien. Sachez qu'une fois ce mot fléché terminé, ça laissera apparaître le nom d'une star montante du tir à l'arc. C'est parti. Oui. En vertical, gendarme à l'aube, en 10 cases. Toujours en vertical, Ça va, ouais. mais à 4 cases de l'autre vers la droite. Limon, 4 cases vers le bas. Nous passons désormais en horizontal. En 2 lignes, génie, en 8 cases. Dont 2 cases qui traversent les 2 verticales précédentes. C'est vraiment une bonne idée, ça. On repasse en vertical. Mais cette fois-ci, entre les 2 verticales nommées 6 dessus. Soit à 3 cases du bord droite. Faut noter, hein, sinon vous allez être perdu. Textilé et denté, en 7 cases. Dont une case fera apparaître la dernière lettre du nom de champion de tir à l'arc. Ah, je vois déjà des gens qui se disent « Ah, j'hésite entre 3 ou 4. » Alors, on repasse en horizontal. Là c'est facile. Note en 2 cases. Sachez que celle-ci croise la verticale que j'ai citée en 3 au niveau de la 4e lettre. Ouais. J'ai envie de vomir. Faut se reposer, peut-être. Ouais. Peut-être on fait une pause, non? Mais c'est pas radiophonique du tout. Ouais, c'est Après, ça n'a jamais été fait. Non mais j'aurais dû faire mon dessiné, c'est gagné. Là, Bon, c'est bien, Aymeric. On peut applaudir Aymeric peut-être pour l'encourager. Voilà, ouais. Non, mais c'est bien, Aymeric. Je t'enverrai un petit retour, je te fais un petit texto. Non, mais c'est pas important. C'est bien, il faut tenter des choses. D'autant que l'ancien président de TF1, vous vous souvenez, il avait dit on vend du temps de cerveau disponible pour vendre des produits. Et je crois les gens là, ils ont bien le cerveau disponible. Allez, c'est maintenant, c'est la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova. Et c'est toujours la dernière avec Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Et c'est le moment de recevoir notre invitée du jour. Elle est oncologue, spécialiste donc du cancer, notamment du cancer du sein, chercheuse avec des centaines de publications internationales à son actif. Mesdames et messieurs, Suzette Delaloge. Bonjour. Salut Suzette. Oui, bonjour. Ça va bien?
Ravi d'être là. T'as l'habitude de recevoir comme ça des ovations, comme ça que tu te promènes. Suzette de la Loge, incroyable. Ça fait bizarre qu'il y ait quelqu'un d'utile autour de la table. Oui, déjà, merci pour ça, Suzette. Docteur de la Loge, comment on doit t'appeler? Suzette. Suzette. Alors, on reste sur, Tout le monde sur m'appelle Suzette. Suzette. Ouais. On va évidemment parler de prévention et de recherche, de tes sujets d'études. Mais avant ça, avec Juliette, on voulait un petit peu parler de toi. Alors déjà, je précise, t'es née un 6 juillet. Ouais, la meilleure date possible. Et t'es donc, comme signe astrologique? Cancer. Allez, voilà, tout simplement. Moi, je suis poisson, moi. Bah voilà, la vie est plutôt bien foutue. Comme quoi, il y a peut-être Moi, un... je suis poisson, moi. Ouais, on l'avait. Ouais, bon. Ouais, c'est bon, là, on l'avait bien. Parce que j'oublie toutes les 6 secondes. Oui, mais on t'invitera peut-être pour en parler un autre jour, Aymeric. Quand? Faut que je regarde l'agenda. Allez. Suzette, si on en croit un journaliste de l'Express que t'as reçu, t'as dit, que t'as reçu dans ton bureau, on trouve dans ton bureau un grand pot de miel, une statuette de bois en forme de pirogue et une poupée Barbie chimiothérapie sans cheveux. Donc on voulait savoir comment t'en es arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça sont des cadeaux. Là. Mes patientes m'offrent beaucoup de cadeaux, beaucoup d'elles-mêmes. Ok. Et donc j'ai toutes sortes de trucs d'objets assez éclectiques. Ouais. Et j'aime bien les garder en fait. Donc cette poupée Barbie. Il y a du sentiment dans chacun d'entre eux. Et la poupée chimio, il y a une Barbie chimio, mais en fait c'est une Barbie chauve. Je suis pas sûre qu'elle soit chimio. Elle est vendue comme ça dans le commerce? Mais la patiente m'a dit c'est une Barbie chimio, donc je la prends comme telle. Très bien. Elle est belle évidemment. Et plus sérieusement, quel est ton parcours? Pourquoi tu as choisi médecine et pourquoi tu as choisi cette spécialité? C'est un non-choix. Allez. On n'a pas les mêmes non-choix, ouais, c'est ça. En fait, j'ai pas eu le choix. C'était, ça m'a porté. C'est un choix qu'on appelle émotionnel, pas cognitif. C'est-à-dire, j'ai jamais réfléchi à faire ça. Et donc, je voulais être docteur dès que j'ai eu, 10 ans. Et après, je voulais être cancérologue avant même d'avoir le bac. Alors que je venais d'un milieu qui n'avait rien à voir avec la médecine. Hein. Personne n'est médecin dans tes ascendants? Non. Mais le cancer avait un peu frappé durement la famille, on va dire. Ah oui, donc pas médecin, mais une sorte malade. de vengeance. Voilà, j'étais une super héroïne. Et ça a très bien marché, en fait. La motivation émotionnelle, elle te porte toute ta vie. Vous en savez quelque chose. Voilà. C'est vrai. On va parler on va parler d'émotion. Voilà. Donc en fait, j'ai aucun mérite, soyons clairs, pas de mérite, et ça m'a porté. J'ai juste suivi ce que le destin, voilà. Et est-ce que tu penses qu'il y a un profil spécifique pour devenir, pour choisir cette spécialité, l'oncologie? En fait, quand on regarde les spécialités médicales, il y a pas mal d'études sur l'empathie, et là, il faut être hyper empathique quand même. Ça paraît basique, mais c'est vrai. Et les chirurgiens sont ceux qui sont moins empathiques. Sinon, tu découpes pas des gens si t'es empathique. C'est de la mécanique, quoi, on va dire. Après, normalement, ils recousent après. Quand c'est des bons chirurgiens. Non, c'est l'externe qui recouvre. Et tiens. Alors, manspreading. C'est bien, Aymeric. Vas-y, il progresse. Manspreading. Il connaissait pas le mot la semaine dernière. C'est bon, là. On sait que t'es poisson également. Très bien. Et alors, moi, je voudrais revenir à la base de la science et de la médecine. C'est quoi un cancer, scientifiquement parlant? Au niveau des cellules, comment ça se passe? En fait, c'est une cellule qui émerge à partir d'un organisme. Il peut y avoir des cancers sur les végétaux aussi, à vrai dire. Ah oui. Et donc, une cellule qui devient anormale et qui se met à proliférer et à envahir les tissus avoisinants, etc. Donc, les cellules se reproduisent trop vite. Et qui est capable de tuer l'autre, en général. Pas tous, mais souvent. Donc, c'est les cellules qui se reproduisent indéfiniment, c'est une prolifération, un développement, une invasion anormale par un groupe de cellules dissidentes. Tu dis qu'il y a 3 facteurs d'apparition du cancer: la génétique, le hasard et les circonstances extérieures. Quelles sont-elles, les circonstances extérieures? Alors le hasard, c'est les généticiens qui aiment bien ça, mais moi je trouve que le hasard, c'est un peu toujours ce qu'on a du mal à expliquer jusqu'à ce qu'on puisse l'expliquer. Mais donc on met dedans, on dit pas de bol, quoi. Ouais. Peut-être qu'un jour, bref, en tout cas oui, le hasard, pourquoi pas. Et c'est toi qui as dit ça, moi je me serais pas permis. Est-ce que tu es d'accord avec toi-même? Les circonstances extérieures, c'est à la fois l'environnement et la culture, parce que c'est une grosse influence, et là-dedans les expositions, tout ce à quoi on va être exposé, c'est-à-dire les substances externes, l'alcool, le tabac, mais en tout cas, les drogues. Oh là là. Carrément, les 3 télés, moi. C'est vraiment la bonne émission de venir raconter ça. C'est pour ça qu'on t'a invité. C'est difficile, Aymeric. Non, le mode de vie. Oui.
par mode de vie, les hormones, Ouais. le soleil, enfin tout ce qui fait notre environnement, toute la vie, tout est dangereux, c'est ça qui est bien dans l'humanité et dans la vie en général. Tout est dangereux, tout peut être bien et tout peut être mal. Et donc voilà, il y a des quantités à respecter, il y a des moments sensibles dans la vie. Et le problème, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. Et ça, c'est la grande problématique. Parce que d'abord, on ne choisit pas nos expositions, on ne choisit pas vraiment de fumer, faut être clair, ni de boire, ni de... on a des gènes qui nous poussent plus ou moins à être addicts, etc. Et puis il y a plein de choses on ne choisit pas l'environnement. La société nous pousse à manger de la merde éventuellement, à faire pas de sport parce qu'on est assis toute la journée à un bureau. Et puis il y a des choses qui peuvent être des expositions avant la naissance aussi, on ne va pas contrôler ça non plus. Voilà. Donc les expositions, c'est pas un truc pour rendre les gens coupables, c'est juste pour dire que c'est la société en général plutôt. Voilà. Juliette, tu avais une question ? Moi, j'avais une question sur ta spécialité. Tu es spécialisée dans le cancer du sein, qui est un cancer, à mes yeux, mais tu vas peut-être me dire que pas du tout, qui est un cancer particulier dans le sens où ça touche un organe secondaire. Secondaire. Non, mais il paraît qu'on dit comme ça, que les seins, c'est un organe sexuel secondaire. Parce qu'il y en a deux. Je me suis dit, quand est-ce qu'Aymeric va intervenir là ? Mais non, mais j'explique aux gens. Bien sûr, c'est de la vulgarisation. C'est de la vulgarisation. J'ai C'est pas ce que les mecs mots. voient en premier, mais c'est secondaire. Ouais, c'est ça. Et quand on est sous chimio, la plupart du temps, on se retrouve à avoir plus de cheveux. Et les cheveux, c'est aussi considéré pour les femmes comme un organe sexuel secondaire. C'est quoi cette affaire de double peine ? Il y a un truc emblématique dans le cancer du sein. En fait, c'est vrai que c'est un combat féministe de s'occuper de femmes qui ont un cancer du sein. Et peut-être c'est pour ça que je l'ai choisi. Là aussi, c'est un non-choix. Non, je pense que c'est un vrai choix. C'est bien, tu fais toi-même ton interview. C'est pas parce que j'aime les seins, c'est parce que j'aime les femmes. Mais on ne te jugerait pas, Suzette. Pas sexuellement parlant, pas trop, mais non, voilà, c'est un vrai combat féministe. J'ai une admiration absolue et être là quand les femmes ont le plus besoin de nous, je pense que c'est vraiment un truc majeur. Et puis voilà, le cancer du sein, c'est très fréquent, c'est un tiers des cancers des femmes. Il y a 12 000 décès, France, etc. Ouais. près de 12 000 décès tous les ans en France. Est-ce qu'on sait s'il y a des catégories socio-professionnelles davantage touchées que les autres ? Alors c'est un cancer qui va te plaire entre guillemets au départ, parce qu'il touchait plus les gens. Non. Il touchait plus les gens de droite. Non, je rigole. Mais en fait, au départ, c'est un cancer inégal. Il touche plus les gens de milieux socio-économiques plus favorisés. Ah oui. Ouais. Et comment ça s'explique ? Les autres sont morts d'autres choses avant. Non. Waouh. Ceci dit, ça pourrait être un vrai biais. C'est un fake total, ça. C'est que nous, on t'écoute, t'es notre référente et tout. Ne tweetez pas. Dans les repas de famille. On est plus sur Twitter. T'écoutes pas l'émission, Mais en fait, non, ça tend à se normaliser. C'est pas une très bonne nouvelle. Mais comment ça s'expliquait ? Non, mais c'est une vraie question. Et la mortalité, c'est pas la même chose. L'incidence est plus élevée chez les gens d'un milieu socio-économique plus élevé. La mortalité, par contre, c'est pas exactement ça. Et la mortalité est inégale dans l'autre sens. Et malheureusement, par exemple, dans le Nord, il y a plus de mortalité de cancer du sein, de tous les cancers d'ailleurs. Le Nord de la France. Ah oui, Aymeric, c'est pas s'asseoir, hein, vraiment. Dans les Je peux faire ma chronique maintenant, je tire. On va revenir à tout ça. Merci en tout cas, Suzette, tu restes avec nous jusqu'à 20h. On est sur Radio Nova. Radio Nova, c'est historiquement une radio musicale. Et comme on parle de cancer, j'imagine qu'on va écouter La complainte du mélanome mélomane de Bobby Lapointe, que je viens d'inventer. C'est ça, Juliette ? Ben non, on va pas l'écouter, on n'est pas à Saint-Roustan. On va écouter une complainte amoureuse pour laquelle se retrouve Thundercat, le bassiste californien, et le projet psychédélique australien Tame Impala. Bon, c'est encore l'histoire d'un gars qui dit que son psy lui dit de dire la vérité à sa meuf, mais lui, franchement, il state. Après, on n'est pas obligé d'écouter les paroles. C'était Thundercat. Et Tame Impala, No More Life. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Nova, c'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lomprey et notre invitée, la chercheuse oncologue Suzette Delaloge. Et quand je vous disais que Nova est une radio musicale, je ne plaisante pas avec ça, car nous a rejoint sur le plateau celle qui est un petit peu notre Taylor Swift à nous, notre pop star lituano-sévenol, Guédré. Merci. C'est souvent comme ça qu'on me définit, en effet. Merci. Est-ce que quand on a trouvé comme
feu, il y avait déjà des réacs qui disaient que manger cru c'est mieux, qui refusaient de cuire leur mammouth parce que c'est pas des PD, et qui par conviction éteignaient toutes les braises qu'ils voyaient. Est-ce que quand on a inventé la roue, il y avait déjà des blaireaux qui continuaient à marcher malgré tout, qui persistaient à porter des trucs méga lourds à bout de bras, parce que les charrettes, c'est pas pour les mâles alpha. Est-ce que quand la première ampoule s'est allumée, il y avait déjà des abrutis qui refusaient de s'éclairer, qui continuaient à vivre à la lueur des bougies, parce que c'est contre nature hein, d'avoir de la lumière la nuit. Est-ce que de tout temps, il y a eu des gens pour dire que c'était mieux avant? Est-ce qu'au Paléolithique et au Moyen-Âge aussi, il y avait déjà des Christine Kelly? Est-ce que quand on a découvert la pénicilline, il y avait des débiles qui préféraient mourir d'une angine, qui préféraient prendre une infusion de pissenlit plutôt que de rester en vie? Est-ce que quand on a inventé l'imprimerie, il y avait des gens qui disaient non, je préfère les histoires qu'on me dit? Peut-être les mêmes qui, à l'invention du mégaphone, disaient non, j'ai pas besoin, je peux crier super fort, je suis un bonhomme. Est-ce que quand on a conçu les water, il y avait des vieux cons qui continuaient quand même à chier par terre? Sans doute les mêmes qui, aux prémices du congé maternité, disaient bah ça va, on peut accoucher à la machine à café. Est-ce que de tout temps, il y a eu des gens pour dire que c'était mieux avant? Est-ce qu'au Paléolithique et au Moyen-Âge aussi, il y avait déjà des Christine Kelly? Eh ben on sait pas, et c'est plutôt rassurant. C'est que l'histoire fait quand même un peu le tri des gens, et que les gros cons qui nous cassent les couilles aujourd'hui tomberont eux aussi bientôt dans l'oubli. Guédré, mesdames et messieurs, que vous pouvez retrouver en podcast, en vidéo et sur scène. La tournée de Guédré reprend en mars. Tu seras à Paris à la Cigale le 13 mai. Merci d'avoir été avec nous. Merci Guédré. On peut t'applaudir encore, mais oui, évidemment. On est toujours en compagnie de Suzette Delaloge, chercheuse oncologue, spécialiste du cancer du sein. Et je voudrais revenir avec toi, Suzette, sur ton programme, le programme que tu as mis en œuvre, qui s'appelle Interception. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Oui, volontiers. Sauf si t'as pas envie, hein. Vraiment, sinon, enfin... J'ai juste peur que ça ennuie un peu les gens. Mais non, t'es là pour ça, vraiment, y a pas de souci, t'inquiète pas. Bah, en fait, l'idée, c'est qu'on est un peu en panne sur le cancer. Moi, je fais de l'oncologie depuis 35 ans, enfin même un peu plus. Et j'ai vu tous ces milliards dépensés à créer des médicaments qui, effectivement, améliorent les choses, font vivre les gens un petit peu plus longtemps, guérissent un peu plus de gens. Mais le cancer gagne quand même de la place, du terrain. Le nombre de nouveaux cas augmente et la mortalité, forcément, avec l'augmentation et le vieillissement de la population, continue à augmenter globalement. Et puis surtout, on n'est pas du tout là où je pensais qu'on serait il y a 35 ans. Et donc, à côté de ça, il y a de la prévention, mais la prévention, ça ne marche pas super parce que, comme on a dit tout à l'heure, dans nos vies, la génétique ne change pas, mais par contre, les expositions à tout un tas de choses néfastes ont plutôt tendance à augmenter, se complexifier, etc. Et donc, il y a des choses qu'on peut faire pour faire en sorte, ça s'appelle la santé publique, faire en sorte que l'ensemble de la population ait une meilleure santé. Et donc, ces vaccins contre le papillomavirus pour les jeunes, arrêter de fumer pour les jeunes, ne pas boire d'alcool pour les jeunes, tout ça. Ok. Donc, les jeunes doivent tout faire très, très, très bien. Tout ce que nous, on n'a pas fait, on est d'accord. Ouais. Mais après, le problème, il y a les vieux, c'est-à-dire les gens de plus de 30 ans. Voilà, ceux qui votent à droite, hein, on en parlait tout à l'heure. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas dire, en fait, c'est pas grave pour vous, parce que la prochaine génération va les rééduquer. Effectivement, ils fument beaucoup moins, ils fument moitié moins les 17 ans qu'avant. Et donc, c'est cool pour eux. Vous, tant pis, c'est cuit, quoi. On peut pas dire ça. Parce qu'ils sont susceptibles, en plus. Donc, en plus.
Et donc, voilà. Et donc, moi, mon idée, c'est, à un temps donné, on peut identifier chez quelqu'un qui aurait 50 ans, qui aurait pas mal bu, fumé, et qui serait très sédentaire, très stressé au boulot, tout ça. On pourrait dire, oui, avec un certain nombre de marqueurs et tout ça, vous, en fait, vous êtes à risque assez particulier, assez élevé dans les années qui viennent de tel cancer. Et en fait, en faisant plus de dépistage très ciblé, de prévention, machin, on va pouvoir vous éviter le cancer, au moins le cancer grave. Donc, même si vous avez un cancer, on devrait le guérir, etc. Et donc, il y a un panel... Ouais, on sait qu'on peut le faire dans beaucoup de cas, mais on le fait pas aujourd'hui. Et parce que c'est un peu compliqué de prédire l'avenir. Il y a tout ce truc de syndrome de Cassandre, on se prend pour Dieu, il y a des choses un peu complexes. Et les gens n'ont pas envie d'entendre parler avec tous les problèmes actuels. En plus, vous risquez d'avoir un cancer la semaine prochaine. Et donc, ça ne vend pas du rêve, oui, ok. Ouais. Et donc, on a construit tout un programme et il y a tout un tas d'aspects psychosociaux, même sociétaux, pour amener l'oncologie vers un champ plus précoce. Dire, voilà, on est capable d'identifier des gens dont le tissu est en train de fabriquer un cancer et on va empêcher la survenue de ce cancer. Et donc, c'est un programme assez vaste. Il y a déjà des choses qui existent, qu'on fait. Il y a des médecins pour identifier les situations de risque. Donc, c'est des médecins traitants, en gros ? Ouais, on essaie de faire avec les médecins généralistes quand il y en a encore. Ouais. Et puis, pour ces personnes, on propose plus de dépistage, de prévention et on construit tout ce futur. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant, c'est en complément de la politique de santé publique chez les jeunes. D'ailleurs, les vieux aussi peuvent arrêter de boire et fumer, c'est bien pour eux aussi. C'est trop tard pour nous. Donc en gros, l'idée, ça serait d'envoyer les populations qui sont dites à risque à cause de leur comportement, ils boivent, ils fument, ils ont passé 50 ans, ils sont des femmes, et donc de les envoyer faire, par exemple, plus régulièrement que d'autres, une mammographie, par exemple. Par exemple, l'alcool, c'est un facteur de risque de cancer du sein. Donc, il y a des scores pour essayer d'identifier si on est plus à risque. Oui, on ferait des mammos plus tôt, on commence plus tôt, on en fait plus souvent, etc. Pour le poumon, il va y avoir bientôt le dépistage par scanner chez les fumeurs. Ça, c'est une super avancée. Et puis, on peut toujours arrêter de fumer à tout moment. C'est toujours très efficace pour diminuer les risques. Et puis, sinon, il y a des médicaments qu'on peut prendre, un certain nombre de choses qu'on peut faire, etc. Mais il y a des choses La base, c'est assez basique. Ouais. Et en fait, c'est assez curieux, mais plus les gens sont âgés, nous, dans notre programme, plus ils ont envie de changer leur comportement. Franchement, je pensais c'est trop tard. C'est pas comme en politique, les gens ne changent pas. Ouais. Moi, je pensais vraiment le contraire, mais plus les gens sont âgés, mais comment t'expliques ça ? Ils sont motivés. Je pense que c'est parce qu'ils sont venus nous voir. Peut-être qu'il y avait une motivation de départ. Mais... Ah oui, c'est eux qui sont... Mais non, aussi, à un moment, on se dit, merde, là, j'ai un peu déconné. Il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Et donc, il s'agit absolument... Nous, on fait attention à casser tous les freins, toutes les barrières. Par exemple, la culpabilité, c'est un frein absolu en santé, d'ailleurs dans la vie en général. Et vous savez combien on produit de culpabilité dans nos sociétés basées sur le judéo-chrétienne. Et les gens sont très coupables de fumer. Et donc, ils veulent par exemple pas faire de dépistage. Parce que si jamais on leur trouvait un cancer du poumon, ils se rendraient hyper coupables vis-à-vis de leurs enfants. Parce que ça serait de leur faute. Et donc, on passe notre temps à leur dire, non, si vous fumez, c'est pas de votre faute. Vous avez des polymorphismes qui font que vous étiez programmé pour fumer, comme moi, pour faire de l'oncologie. Donc c'est un peu de la politique, en fait. Tu les remets dans le contexte. Tu dis, il y a un contexte. Et puis la société vous a poussé à fumer. Franchement, moi j'ai fumé aussi il y a longtemps, mais je pense que c'était pas un choix non plus. Et donc en fait, il s'agit de débricoler ça et de donner les outils aux gens pour qu'ils aient envie de changer leur comportement. Je dis pas que c'est facile, mais c'est faisable. Ouais. Donc ce qui serait le plus efficace pour lutter contre le cancer, c'est tu me vois venir, c'est ça ? C'est de changer nos modes de vie, donc de changer la structure économique de la société, par exemple. On est bien d'accord, mais ça, c'est pour les jeunes de maintenant qui vont changer de... Mais nous, on fait quoi ? On peut les aider, peut-être. J'ai une question sur vraiment typiquement science et technologie. Quel est le rôle de l'intelligence artificielle ? Enfin, quel est le rôle que l'intelligence artificielle pourra avoir, éventuellement ? En fait, il y a pas mal de trucs qui se développent qui sont sur des analyses de grandes bases de données ou des analyses d'images. Et l'IA est assez capable d'identifier sur certaines images, sur certains biomarqueurs, sur des analyses à partir de capteurs, etc., d'identifier des situations de risque pour les années qui viennent. Donc pour ça sera pas mal. Ouais. Mais tu as l'air un peu sceptique.
Parce qu'en fait, pour l'instant, les niveaux de profs sont pas extraordinaires. Okay. Et il y a toujours un peu il y a des enjeux éthiques qui me semblent un peu complexes. C'est un peu le problème dans cette médecine de prédiction. Les enjeux éthiques sont à mettre en balance. Il faut Qu'est-ce que t'appelles les enjeux vigilant. éthiques ? En fait, si on t'identifie comme étant un haut risque, le risque, c'est que les assurances ne veuillent pas de toi, que les boulots ne t'embauchent pas, que ta femme te rejette. Ah oui, c'est des risques, oui, voilà, d'accord. Voilà. Ouais. Non, mais on n'est pas dans un film d'anticipation, mais en fait, quand on voit ce qui se passe actuellement, moi je trouve qu'on a l'impression d'être dans un film d'anticipation avec Trump et Musk, et donc on pourrait l'être dans d'autres... situations, et la santé, c'est un domaine hyper fragile pour ça. Donc, il s'agit d'avancer intelligemment, construire des choses intelligemment en faisant très attention à ces risques. Et sur l'IA toujours, est-ce qu'il y a des évolutions sur la guérison éventuellement ? Parce que là, on parlait de détection, mais sur la guérison ? Alors, l'IA pour la guérison, c'est une excellente question. Bah ouais, c'est Guillaume qui la pose. Quel faillot celui-là alors ? La guérison artificielle, tu veux dire ? Ouais, peut-être, ouais. Non, pour l'instant, non. S'il n'y a pas, t'es pas obligé de nous donner de l'espoir et de nous mentir. En tout cas, on va revenir là-dessus. Mais Pierre-Emmanuel. Ah, alors on me signale que non, car on a un rédacteur en chef qui s'appelle Ramzi Assadi, qui me dit qu'avant de retrouver Pierre-Emmanuel, c'est vrai qu'on peut l'applaudir, on va passer une petite page de publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière avec Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré en direct de l'Européen à Paris. Bon, Pierre-Emmanuel, allez, c'est l'heure des questions des auditeurs. Voilà, je suis prêt, j'ai raté ma carrière, blablabla. Je suis pas drôle, je ressemble au fils caché de Laurent Wauquiez et d'un phasme. Voilà, super, génial. Lucidité, quelle clairvoyance, quelle perspicacité. Vous savez quoi, Guillaume ? Maintenant que vous êtes capable de faire votre autocritique avec tant de discernement, je crois que ma mission ici-bas est terminée. Ah bah ouf, tiens. Il était temps. J'ai lu quelques commentaires de vos fans sous les vidéos précédentes. Les plus fragiles d'entre eux commençaient à s'agacer de mes pics. J'ai été particulièrement touché par ce message d'une certaine Solange Meurice qui écrit « Laissez notre fils tranquille maintenant, sinon vous aurez affaire à nous. On ne le laissera jamais tomber. C'est déjà arrivé une fois sur le carrelage quand il était bébé. Voyez le résultat. » C'est bouleversant. Je prends donc ce soir une grande décision et vous tous ici m'en êtes témoins. Terminé. Les critiques acerbes à votre égard, Guillaume, vous n'aurez plus à subir mes brillants réquisitoires, car c'est désormais Aymeric que je vais dénigrer. Oh non. Oui, si. Bah oui. Et il faudra bien reconnaître que ce sera encore plus fastoche, comme il le dit lui-même du haut de ses 37 années d'adolescence. S'il était agréable de vous critiquer, Guillaume, il sera reposant d'en faire autant pour Aymeric. Il suffit de le regarder et de dire ce qu'on voit. Aymeric Lompré, celui que les journalistes spécialisés surnomment l'enfant des rues de la scène humoristique, ou plus familièrement le clochard du LOL. Même si ce qualificatif d'enfant des rues est un peu galvaudé, puisque même les rues ne veulent pas le reconnaître. Elles disent non, c'est pas à nous ça. Qui se ressemble s'assemble, dit-on, et c'est vrai, puisque quand on se mêle aux fans d'Aymeric avant l'un de ses spectacles, on a l'impression d'être dans la queue pour les restos du cœur. Et vous imaginez Aymeric s'il était pas marrant ? Émile Louis, quoi. Et encore, Émile Louis, il conduisait bien. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui, on continuera la semaine prochaine. Il reste 5 mois d'émission. Ça devrait me permettre de mettre en lumière quelques travers, mais ça ne suffira évidemment pas pour faire le tour de tous les défauts d'Aymeric. Ça ne suffirait d'ailleurs même pas pour faire le tour d'Aymeric. Passons plutôt aux questions des auditeurs. Questions que j'ai bien évidemment inventées afin qu'elles soient dignes d'intérêt. Et cette semaine, c'est... Tiens, Éric Lampré, qui nous écrit de Saint-Roustan. Éric qui nous dit bonjour à tous, vous allez bien ? Oui, merci Éric. J'ai rien entendu, vous allez bien ? Oui. Éric, j'avais répondu la première fois. Cher Pierre-Emmanuel, je me suis coincé le zouizoui dans le goulot d'une mignonnette de whisky, mais ce n'est pas pour ça que je vous écrive. Alors bon. Ici, à Saint-Roustan, nous aimons beaucoup votre travail, mais c'est pas pour ça que je vous écrive. Il n'est pas vif, hein. Depuis que la roustinière, elle a débordé et elle a détruit le pont Félix-Michel, je suis sans abri.
Alors au risque de te décevoir, Eric, si tu habitais sous le pont avant sa destruction, tu étais déjà sans abri. Pardon, je continue. Mais ce n'est pas pour ça que je vous écrive. Écoutez, ce serait bien que vous en veniez au fait, monsieur Lamprey, parce que là, on dirait une chronique d'Emeric. Voilà pourquoi je vous écrive. J'ai l'habitude de jouer du didgeridoo sur la place du professeur Jouclan. Ah non, c'est pas pour ça que je vous écrive. Pardon, je suis bourré, je sais plus si... Il écrit tout ce qui lui passe par la tête, en fait. J'ai été engagé comme clown d'hôpital au CHU de Saint-Roustan, mais à chaque fois, les enfants disent « on veut pas le clown qui pue ». Alors moi, je dis « ah ah, toi, t'as le cancer et t'es tout chauve, on dirait moi avant que je vais en Turquie ». Et après, ils sont tristes et leur machine, elle fait bip. Mais c'est pas pour ça que je vous écrive. Ma parole! Ils sont complètement ravagés à Saint-Roustan. Ah, c'est bon si j'écris, parce que des fois, à cause de l'engorgement des urgences, ça m'arrive que je doive faire le docteur. Et je voudrais savoir si que quand il y a l'appendicite, c'est bien le petit tuyau qui sent le pipi avec les 2 petites boules en dessous qu'il faut couper. J'espère que oui, parce que j'en ai retiré plein au CHU où c'est que je travaille. Merci. Et ben dis donc, quand on lit ça, on est très soulagé que Saint-Roustan n'existe pas et que personne dans la vraie vie ne ressemble à Eric. En tout cas, on l'espère. Voilà, je reviens la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Merci Pierre-Emmanuel. Et merci à ce petit Eric. Merci à Eric. Merci à Eric Lamprey de nous avoir écrit. On l'adore, on l'adore. On est toujours... Waouh. Ouais. Ça va, Eric? C'est la première fois que j'ai mal au ventre en riant. Et c'est pas l'alcool pour une fois. Allez, on rigole, on s'amuse, on est toujours avec Suzette Delaloge, oncologue spécialiste du cancer. Donc on s'amuse bien, youpi, le cancer, c'est rigolo. Mais je suis désolé, Suzette, je vais un tout petit peu plomber l'ambiance. Jingle. La France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué! Alors, Suzette, c'est bien sympa votre cancer là, mais il y a quand même des trucs un petit peu plus graves dans le monde. Alors, j'aurais pu vous parler des inondations, de la famine au Soudan, des vœux de déportation de Trump en Palestine, du bilan cardiaque de Bruno Retailleau qui est excellent. C'est pas les mauvaises nouvelles qui manquent, mais il y a bien plus grave en ce moment dans l'actualité. Je sais, j'ai écouté les grandes gueules sur RMC. Et c'est la panique, hein. Peut-on dire d'un steak qu'il est vegan? Franchement, le hamburger vegan, on ne peut plus y échapper. On peut plus y échapper! Hamburger vegan, bordel! Il était un chlamydia dans une soirée étudiante, on ne peut pas y échapper. Attention, Suzette! Derrière! Hamburger vegan! Ah non, pardon, c'est Malo, notre réalisateur. Et comme ça fait 10 ans qu'il bosse à Radio Nova, il est constitué à 90% de bêtes goji, d'où la confusion. Donc le burger vegan, le steak vegan, va pouvoir garder cette appellation. C'est le Conseil d'État qui en a décidé ainsi cette semaine. Les végétariens ont gagné et c'est très très grave. Moi, j'ai aucune tolérance pour ces gens-là. C'est des gens excessivement chiants. Et c'est boring d'aller dîner avec un végétarien. Il n'y a rien de pire. Ils broutent de l'herbe, ils bouffent des graines. Enfer sur terre. Mais moi, j'adore les animaux. Donc, comme quoi, on peut aimer les animaux et détester les véganes. Paf, allez, dans la gueule. Dans la gueule, on peut très bien aimer les animaux et les buter. Regardez Michel Fourniret, il adorait les enfants. Donc on peut massacrer ce qu'on aime. Regardez Emeric, il adore ses chroniques. Bref, il faut respecter ça. Mais est-ce qu'on peut respecter des lentilles compactées qui se font passer pour des steaks? Non mais ça s'appelle une galette de lentilles, mais ça s'appelle pas un steak. Je suis désolé quoi. Hein. Quand je vois qu'on fait des lois pour savoir si t'as le droit de mettre le voile à l'extérieur du sas, dans les toilettes de la mairie, on va arriver à faire une loi. Et par contre, il y a un couillon qui se lève un matin qui dit on va appeler des lentilles steak. Et là, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de lien, hein, clairement, mais on est dans les grandes gueules. Donc si vous parlez pas de femmes voilées pendant 4 minutes, c'est conseil de discipline. Donc les mecs, ils tirent des bords comme à la voile un petit peu. Les grandes gueules, ceci dit, c'est aussi de l'enquête de terrain grâce aux auditeurs. Je suis allé manger dans une brasserie qui est réputée sur Nantes pour la qualité de ses produits. J'ai mangé un steak vegan.
C'était dégueulasse. On a vraiment les meilleurs produits en France au niveau de la viande et on nous impose les talibans véganes. Les talibans véganes, les moudjahidines du soja, les tofu de Dieu, comme on les appelle. Ceux qui égorgent. Ouais, bah c'est un calembour. On est dans le calembour, je suis désolé. Ceux qui égorgent des brocolis dans les baignoires, ça fait froid dans le dôme. Essayons quand même de garder notre raison pour réfléchir et philosopher. Et ils appellent ça steak pour faire venir des gens qui mangent habituellement de la viande vers cette espèce d'objet. Je crois que c'est Camus qui disait que mal nommer un objet, c'est ajouter du malheur au monde. Ouais, c'est Camus qui disait, d'ailleurs très exactement, mal nommer un rôti de bœuf, c'est ajouter du malheur au monde et du diabète de type 2. Fin de citation. Alors c'est pas surprenant parce qu'on connaît tous les plus grandes citations d'Albert Camus, les succès, l'homme révolté par la bavette trop cuite, le mythe de Sisyphe la saucisse, bien évidemment. Allez, je crois qu'il est temps de conclure cette chronique de résistance, plutôt de plat de résistance, parce que je vous rappelle que l'heure est grave. Manger de la viande vous catalogue quasiment aujourd'hui à droite. On parlait de l'extrême droite, c'est quasiment manger de la viande, c'est être d'extrême droite, et c'est presque être nazi. Et c'est même pas une exagération de ma part. Il y a une nazification des mangeurs de viande. Tout à fait. Alors là, loin de moi l'idée de juger l'idée de nazification de quiconque. Ça, je m'en garderai bien. Mais non, attention, voilà là-dessus. Bon, liberté d'expression, mais force est de constater qu'il y a des manifs d'Antifa devant Hippopotamus. Voilà, ça on peut le constater. Que Jean Moulin s'appelle de son vrai nom Jean Moulin à Poivre. Je dis ça, je dis rien. Lucie Aubrac. Bon, allez, voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Voilà, je rappelle que la viande favorise l'apparition de cancers, notamment du côlon. Donc, on en retrouve beaucoup en Cisjordanie et chez tous les trous du cul de viandards. Et bon appétit, bien sûr. Ouais, je vous en prie. Merci beaucoup, Guillaume Meurice. Et là, je me retourne vers Suzette. Alors, la clope, l'alcool, le stress, tout ça, et la viande. Suzette, on en est où de... Est-ce que manger, avoir un régime de viandard, ça favorise ou pas l'apparition de cancer? Est-ce qu'il y a des études faites là-dessus? Ouais, mais il y a énormément de données. Ouais. Donc, la pire soirée. Ça va aller, Émeric, ça va aller. Après, on demandera pour la raclette. Est-ce que le tennis aussi, parce que c'est bien. Le tennis à la télé, on demandera peut-être plutôt. Non, c'est uniquement viande rouge et charcuterie. Le poulet, il n'y a pas de problème. C'est vrai, il y a des études là-dessus. Viande rouge et charcuterie, en fait, au-delà d'une certaine consommation, mais c'est quand même assez élevé. Je ne veux même pas te dire les chiffres qui risquent de vous choquer. Non, mais si, vas-y. Au-delà de 500 grammes par semaine, c'est quand même beaucoup. De viande rouge, on augmente pas mal les risques de cancer du côlon en particulier et du sein un petit peu aussi, et quelques autres. Ouais. Ok. Cool. Ouais. T'as noté, Émeric? Ouais. J'ai noté, ouais. Mais l'étau se resserre sur Émeric. On va revenir à tout ça. En attendant, il est 18h57 sur Radio Nova. C'est l'heure d'écouter du bon gros son, du bon gros once, wesh wesh yo. Comme dirait le désopilant Laurent Gérard quand il invite des jeunes. Qu'est-ce qu'on écoute, Juliette? On va justement écouter un morceau de R&B super actuel. Il vient de sortir, donc on ne peut pas faire plus actuel. Il s'appelle Greatest Gift, le plus chouette des cadeaux, d'après ma traduction. Et c'est Georgia Smith qui est aux commandes. C'était Greatest Gift de Georgia Smith. Vous écoutez toujours Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Émeric Lompré et notre invitée, la chercheuse, l'oncologue Suzette Delaloge. Et elle est de retour avec nous, celle qui vient de publier aux éditions La Découverte, Trahir et Venger, qui est, bizarrement, n'est pas la biographie de Manuel Valls. C'est Laëlia Véron. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, puisque nous recevons une oncologue spécialisée dans le cancer du sein, j'avais le choix entre vous parler du vocabulaire, du cancer ou des seins, et j'ai choisi de vous parler des seins. Allez, on verra à la fin de la chronique. Alors, selon la linguiste Eva Bouchy, le mot sein a été inventé à la Renaissance parce que les autres termes en usage, mamelle et tête, étaient jugés trop vulgaires et qu'il fallait un mot un peu noble. Mais de nos jours, est-ce que sein est vraiment noble ? J'ai des collègues à l'Université de Lorraine, dans une équipe dirigée par Alain Polguer, avec notamment Sandrine Ollinger, qui ont fait un travail d'identification des relations lexicales, c'est-à-dire des mots et expressions qu'on va relier dans nos discours et dans nos imaginaires au mot sein. Ce que montre ce travail, c'est qu'actuellement le mot sein est associé à deux grands pôles distincts. D'une part, l'allaitement et la maternité, donner le sein, et d'autre part, l'esthétique, positive ou négative, sachant que les deux pôles peuvent se croiser. Bref, quand on parle de sein, c'est très souvent soit pour renvoyer à la maternité, soit pour juger, commenter esthétiquement. Mais qui juge ces seins ?
Bien souvent, non pas les femmes, mais les hommes. La philosophe Camille Froide-Vaumétrie disait que culturellement, les seins sont faits d'abord et surtout pour être vus, on pourrait dire pour être parlés. Regardez par exemple les expressions argotiques, le choix des métaphores, sérieusement. Les obus, les airbags, les pare-chocs, les amortisseurs. C'est difficile de faire plus cliché viriliste, hein, on est d'accord. Par exemple, si j'entends Nibar, paradoxalement, je vais plus penser à Émeric qu'à Juliette. C'est assez souvent un vocabulaire masculin ou enfantin, ou les deux. Écoutez, néné, lolo, loloche, gougoute, totoche. Sérieusement. Encore. Avec les syllabes, voilà. La preuve. Avec les syllabes, la réduplication des syllabes, ça fait très enfantin. Hein, genre, pour mon dodo, je veux mon nounours et mon doudou en forme de roplo-plo-plo-plo. Non, mais franchement, on désigne même quelquefois les seins par des noms d'hommes. Par exemple, les Robert. Mais l'angoisse, ce mot. D'autant plus que Robert, culturellement, maintenant, c'est perçu comme un prénom un peu beauf, un peu comme Gérard. Et moi, j'ai pas très envie de trimballer de petits Depardieu avec moi, quoi. D'ailleurs, vous savez pourquoi ça s'appelle Robert ? Parce que c'est le nom de Monsieur Robert, Édouard de son prénom, l'inventeur des biberons Robert, visiblement qui était révolutionnaire. On retrouve le croisement de nos pôles, la maternité et l'érotisme. Mais du côté féministe, je n'ai pas trouvé de mots nouveaux ou de pratiques de retournement du stigmate. Quand on veut éviter ces jugements, on peut jouer quelquefois avec une distance un peu ironique sur l'anglais mes boobs ou le verlan, par exemple, j'ai mal au ins, comme si la distance linguistique permettait une distance par rapport à ses connotations. On peut jouer aussi à dégenrer, débinariser seins, comme dans les mouvements qui réclament le droit au sein nu pour tout le monde. Il y a des hommes qui ont des seins mais pas des femmes, il y a des hommes qui ont plus de seins que certaines femmes, et de fait, les hommes peuvent aussi avoir le cancer du sein. Enfin, on peut aussi jouer sur les représentations littéraires attachées aux mots. Je pense à Annie Ernaux dans l'usage de la photo qui va lier érotisme et maladie en racontant ses relations sexuelles au moment de sa chimiothérapie. Elle va retourner ironiquement certaines connotations, associations culturelles. Par exemple, le sein que son partenaire trouve le plus beau parce qu'il est le plus gros, il est gros parce qu'il a une tumeur. Elle va retourner aussi certaines injonctions par rapport aux injonctions de certains magazines à la transparence des vêtements en décrivant, je la cite, des millions de seins couturés, scannérisés, marqués de dessins rouges et bleus, irradiés, reconstruits, cachés sous les chemisiers et les t-shirts invisibles. Il faudra bien oser les montrer un jour, en effet. C'est une transparence, une exhibition politique. Wow. Merci Laëlia. Laëlia Véron. Qu'on peut retrouver en podcast et en vidéo, bien sûr. Et dans son livre, j'en ai parlé, Trahir et venger, qui nous parle, si mes infos sont bonnes, de transfuge de classe. Oui, c'est paru il y a un an, mais c'est gentil de dire que c'est oui, maintenant. mais voilà, Merci. on n'est pas une émission de promo, mais quand on peut placer un petit, voilà, on peut dropper un petit nom de livre, on le fait. Je crois que tu avais une question à poser à notre invitée, Suzette Delaloge. Oui, j'avais envie de parler avec vous du langage autour de la prévention et des campagnes. Alors les campagnes, une des campagnes les plus connues autour du cancer du sein, c'est Octobre Rose. Et avec qui dit campagne dit aussi polémique, et il y a eu beaucoup de polémiques autour d'Octobre Rose, notamment sur ce qu'on appelle le pinkwashing des entreprises, avec certaines qui vont participer à Octobre Rose, qui vont dire reverser une partie de leur argent à Octobre Rose. Bon, elles le font pas toujours, déjà certaines se sont fait épingler, et puis en plus de prétendre lutter contre le cancer du sein, alors que ce sont quelquefois des entreprises qui vont participer à ce que vous appeliez les facteurs justement qui peuvent favoriser les cancers du sein. Comment vous faites, vous, en tant que scientifique, par rapport à ce côté un peu marketing autour de la santé ? Comment on fait ? Quelle différence il y a entre vraiment des campagnes de prévention, d'information et cette tendance au marketing, et puis toujours pour faire des bénéfices économiques, hein, c'est toujours ce qu'on retrouve. Ouais, merci. C'est une question super importante. En fait, il y a deux choses. D'abord, le côté marketing social, c'est-à-dire produire des mots, des messages pour convaincre les gens, etc. Déjà, en général, entre la santé positive, des messages qui sont transmis par des médecins, des soignants, la société en général, pour faire en sorte d'améliorer la santé, versus les messages négatif, c'est-à-dire vous convaincre de manger de la nourriture ultra transformée, plein de viande, plein de boire de l'alcool, de fumer, etc. Oui. En fait, c'est David et Goliath, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'effectivement, le marketing social, il est extrêmement puissant dans l'industrie en général. Il me semble qu'il y avait des entreprises de fast-food qui justement participaient à Octobre Rose. C'est hyper cynique qu'effectivement il y ait une récupération des pauvres petits messages qui au départ ont été construits pour essayer de convaincre les gens de faire du dépistage, qui au départ est une chose plutôt positive effectivement. Et donc c'est beaucoup de récupération. Et moi je suis assez sidérée de voir
En France, par exemple, il y a un service, une équipe de recherche qui travaille à construire du marketing social, surtout une grosse équipe à Rennes, pour essayer de contrer les messages de santé de l'industrie. Mais c'est vraiment David et Goliath. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, Octobre Rose, c'est un côté super énervant. Et finalement, on a considéré depuis longtemps que les gens étaient assez débiles, on va dire, et que pour faire passer des messages de santé, toujours pareil, les décisions qu'on prend en santé, il y a à peu près 75-80% des décisions qui sont émotionnelles et 20% cognitives, c'est-à-dire où on réfléchit. Voilà. C'est un peu comme pour acheter une voiture. Les gens, ils prennent les décisions de la même façon ou ne pas en acheter. Et là, c'est juste parce qu'ils ont une image. Et du coup, au lieu de faire réfléchir les gens, parce que c'est pas très productif, on les fait un tout petit peu réfléchir, mais plutôt on martèle en permanence des messages. Et finalement, Octobre Rose, c'est devenu ça. C'est juste une image, une espèce de perception générale. Mais est-ce que c'est efficace quand même ? Non, en France, c'est hyper inefficace. C'est-à-dire qu'il y a la participation au dépistage organisé, elle baisse énormément. Alors que le dépistage organisé, pour l'instant, c'est ce qu'on a de mieux pour essayer de faire reculer la mortalité par cancer du sein. Même. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Suzette. Merci Laëlia pour ces questions. On peut vous applaudir toutes les deux. On va continuer à parler de cancer, mais pour produire des cancers, il faut acheter des conneries à manger. Et c'est maintenant, c'est la publicité. Vous écoutez toujours Radio Nova, c'est vrai, c'est la vérité. C'est toujours la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré, notre invité, l'oncologue spécialiste du cancer du sein, Suzette Delaloge. Ça va Suzette? Tu passes un bon moment avec nous? Tu passes un bon moment? C'était pas une question difficile normalement, mais... Merveilleux, je suis émue, j'arrive plus à parler. Ok, je préfère ça, mais ça va peut-être pas durer. Parce que c'est l'heure de celui qui a trempé sa plume dans le vitriol pour distiller avec panache et vigueur sa vision acerbe et sans concession de la société. Mais malheureusement, Gaspard Proust n'était pas disponible. Tant pis, ce sera donc Pierre-Emmanuel Barré. Arrêtez! Non, arrêtez! Arrêtez, malheureux, n'applaudissez pas, vous savez même pas de quoi je vais parler. Si ça se trouve, je vais dire, il a raison Bernard Arnault. Non mais c'est vrai quoi, hein? On veut quoi? Tuer la compétitivité? Pénaliser le Made in France? Mais merde à la fin! C'est qui prend les risques dans ce pays? Les courageux entrepreneurs qui créent de l'emploi grâce aux 160 milliards d'euros d'aide publique? Ou les salariés qui, oui, d'accord, ont plus d'accidents du travail, de burn-out, de surendettement et vivent en moyenne 2 ans de moins que leur patron, mais se gavent bien avec les tickets restaurants? Hein? Vous croyez qu'il a des tickets restaurants, Bernard? Bah non! Quand il va au resto, il paye plein pot, mon petit pote. Non. Alors rassurez-vous, je ne vais pas dire ça aujourd'hui, pas de division, parce que le sujet de l'émission, il est fédérateur. C'est le cancer. Levez la main, ceux qui sont pour le cancer. Vous voyez, tout le monde est d'accord, le cancer, c'est nul. Hein, au dîner, ça s'engueule sur Israël, l'Ukraine, l'immigration, Trump, la cuisson du steak, la couleur du vin, mais le cancer, il y a consensus, ça rassemble le cancer. C'est ni de droite ni de gauche. Jamais à table, il y a quelqu'un qui fait « Ah non, je peux pas te laisser dire ça, moi je connais une métastase, elle s'est faite toute seule, en partant de rien. » À un moment, c'est une question de volonté aussi. Parce que le cancer, c'est universel. C'est un super sujet pour le stand-up. Bonsoir à tous, je m'appelle Pierre-M. Par applaudissement, il y a des gens qui ont le cancer ce soir? Yes! Bienvenue, comment tu t'appelles? Josiane? Et tu dirais, c'est quoi le pire, ton prénom ou ta maladie? En tout cas, si je devais tromper ma femme avec quelqu'un, Josiane, ce serait avec toi. Au moins, je suis sûr de pas me faire gauler avec un cheveu. Allez hop, je t'envoie des cœurs, ma Josie. Et puis, c'est vendeur comme t'aimes le cancer. Il y a un marché à prendre. La semaine dernière, par exemple, j'ai parlé des enfants et de la gastro. Bah, gros carton. Parce que j'ai touché la communauté des mamans. Hein, c'est comme les fachos, ça vole pas très haut intellectuellement, mais il y en a plein. Donc, pour bien marcher... Vous voyez, il y en a plein. Donc pour marcher sur les réseaux, faut se les mettre dans la poche. Hein, sous mes vannes de vomi et de caca, il y a 500 commentaires qui disent « Ah, trop bien vu, ça sent le vécu. On a eu pareil à la maison avec nos 3 petits loulous qui étaient malades. Courage aux parents et à toute la petite tribu. » Donc là, j'espère qu'avec la chronique d'aujourd'hui, je vais toucher la communauté des cancéreux. Trop bien vu, ça sent le vécu. On a eu pareil à la maison avec nos 3 petits loulous qui étaient malades. Bon, bah on n'a plus qu'un petit loulou du coup. Ça fait une plus petite tribu.
Les langues, les couleurs, les religions, les opinions, ça nous divise. Mais le cancer, ça c'est le vrai lien entre tous les humains. Hein. On connaît tous quelqu'un qui en a eu un et on va probablement tous en avoir un. Moi-même, il y a quelques mois, j'avais une grosseur à côté du testicule droit. Bon, heureusement, c'était juste le testicule gauche. Mais pendant quelques instants, je me suis senti en communion avec le monde. Hein. On dit que le cancer, c'est un problème, mais ça ressemble quand même vachement à une solution. Alors évidemment, il y a la fameuse question, est-ce qu'on peut rire du cancer quand on n'a pas le cancer? Eh ben, je ne sais pas. J'ai un ami qui a eu un cancer, je pourrais lui demander. Malheureusement, il est mort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses à ne pas dire. Quand on parle avec quelqu'un qui a un cancer, j'ai fait une petite liste pour vous aider. C'est dommage qu'il te donne que 3 mois parce que tu aurais eu fière allure cet été sur la plage avec ses 40 kilos en moins. Tiens, dis donc, tu sais que j'ai planté ma bagnole? Je me disais, tu vas plus trop avoir besoin de la tienne. Et alors, ils t'ont posé des prothèses mammaires. Pourquoi t'as pas pris des plus grosses? Mais c'est important d'en parler du cancer parce que c'est un immense problème de société. Hein, c'est quand même la première cause de mortalité en France. Mais alors, il faut envoyer le cancer chez lui. Ah, c'est le cancer. Faites pas attention, c'est François Bayrou qui a roté après avoir sucé Retailleau. Travail, famille, chimiothérapie. Ouh là là. Il est ballonné, François. Alors après, quand on regarde les chiffres de plus près, on apprend plein de trucs. Par exemple, que le cancer fait plus de victimes dans les populations défavorisées. Et ceux qui ont la chance de ne pas en mourir s'appauvrissent encore plus à cause des dépenses liées au parcours de soins. Ah merde. Bon, je reviens sur ce que j'ai dit au début. En fait, le cancer, c'est de droite. Merci de m'avoir écouté. Merci Pierre-Emmanuel Barré. Merci Guillaume Meurice. Docteur Pierre-Emmanuel Barré. Qu'on retrouve en podcast et sur scène en tournée un peu partout en France, au Bataclan, à Paris, en décembre. Suzette de la Loge, tu es toujours avec nous. Oui. Tu es resté malgré tout, malgré Pierre-Emmanuel. Je voudrais revenir sur ce qu'on avait dit avant la chronique de Pierre-Emmanuel, ce dont Laëlia a parlé, le cancer du sein chez les hommes. Parce que ça a fait peur à Émeric d'un coup. C'est quelle proportion à peu près? 0,8% de tous les cancers du sein. Ouais, quand même. Non, mais quand même, oui, c'est quand même pas négligeable, ça existe, quoi. Ouais. Les hommes ont des seins, en fait. Ils sont pas très développés. Mais... C'est les pectoraux qu'on dit. Très bien, très bien. Donc, non, c'est pas facile pour les hommes qui ont un cancer du sein. Ouais. Bah oui, j'imagine. En fait, on les appelle toujours madame dans la salle d'attente, personne ne fait attention. Après, c'est de l'humour dans Colloque. Ouais. Je voudrais revenir aussi sur tes recherches et en quoi c'est important de travailler dans le public aujourd'hui. Toi, tu as fait le choix de travailler dans le public. Est-ce que c'est une vocation politique? Est-ce que c'est un acte militant aujourd'hui de rester coûte que coûte? Tu peux avoir plus de congés? Par exemple. Là, je suis pas sûre. Mais... excellente question de nouveau. Mais je vous en prie. Non, moi j'ai toujours choisi. J'aime pas l'argent. Bon, alors ça c'est bien, t'es dans le public, c'est bien. Je ne sais pas compter, j'étais nulle en maths, donc c'était pas pour moi le privé. Non, c'est un vrai choix idéaliste. Ouais. Travailler dans le public, m'occuper des patients, mais aussi pouvoir faire de la recherche. Ça aide aussi beaucoup la recherche, l'enseignement pour tolérer, pour garder la foi que je n'ai jamais, pour avancer, pour être fort à long terme, etc. Oui, je regrette en aucun cas, mais je pense qu'en France, il y a un service privé de cancérologie qui est absolument indispensable et qui fonctionne bien. Donc, je pense que les deux sont utiles. C'est complémentaire. Pourquoi il est indispensable? Parce que le public ne peut pas du tout assurer la demande actuellement, parce qu'il y a toute une partie du privé qui n'est pas forcément un but lucratif. Il y a des tarifs qui sont standardisés, etc. Donc il ne faut pas forcément voir les choses comme un enrichissement personnel. Bon, soyons clairs, les médecins du privé gagnent beaucoup plus d'argent que ceux du public. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, le privé... Parce que vous savez quel est l'état de la santé en France, c'est un peu compliqué actuellement. Il y a quand même des zones de paupérisation médicale, de grosses difficultés d'accès aux soins, la médecine générale, etc. Et donc je pense que heureusement qu'il y a des structures privées dans certaines zones. Voilà. Et l'état de la recherche publique en France, comment tu le juges? En fait, là, je pense qu'il y aurait vraiment des grosses choses à faire en santé et qu'il faut être un petit peu plus visionnaire à un peu plus long terme que ce qu'on a été dans les 50 dernières années, on va
on va dire. Il y a vraiment des choses à faire actuellement. Et malheureusement, le système tel qu'on l'a connu n'est plus viable pour plein de raisons très politiques dont je ne vais pas m'en parler là. Parce que c'est un problème de financement seulement ou pas? Ouais, et il y a un problème de modèle aussi. C'est-à-dire que là, si on regarde, par exemple, il y avait une publi récente sur le rapport entre mortalité et incidence des cancers dans le monde dans différents pays. Mais là, on dit, ouais, nous, on va être bon en France comme d'habitude, parce qu'on soigne bien les gens et tout, mais non. Et les États-Unis, qui sont pour moi l'emblème des inégalités sociales les plus grandes, restent le meilleur pays au monde, où le ratio mortalité sur incidence est le plus bas, en fait. Donc, ils soignent quand même bien les gens. Avec un modèle qui est quand même incroyablement inégalitaire de notre point de vue. Donc moi, ça me pose des questions énormes. Donc je pense qu'on a absolument besoin de changer notre modèle, de le rénover, pas pour devenir comme aux États-Unis, on est bien d'accord. Mais il y a vraiment un tournant à prendre. Ouais. Ok, on va revenir sur tout ça. Évidemment, on est ensemble jusqu'à 20h. On a encore plein de questions, mais c'est l'heure à présent de sonder, non pas l'anatomie, non pas la chair humaine, mais les âmes, les histoires, les personnages. C'est l'heure, vous l'avez compris, de Juliette Arnaud et son jingle. Tu nous fais chier à lire, toi. C'est pas marqué dans les livres. C'est que nous fais chier à lire tout le temps. Plus important à vivre. Regarde Juliette Arnaud. En avant les histoires. Merci. Quand Guillaume nous a proposé à tous de recevoir Suzette Delaloge, une oncologue spécialiste du cancer du sein, on a dit collectivement oui. Je crois même que j'ai rajouté cool. C'est d'autant plus niais ou approximatif ce commentaire qu'à la différence de mes camarades, j'ai une mammographie prévue prochainement. De contrôle, je précise. Inch'Allah. Sentant monter une petite trouille insistante, j'ai tenté de la tromper en me demandant quelle place occupent les malades dans la fiction. Vaste, vaste. Pensez par exemple à tout ce qu'a engendré l'épidémie du sida. Des récits, des romans, des films, de Philadelphia à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie d'Hervé Guivert. Et pensez aussi à toutes ces femmes en fauteuil roulant par exemple dans la littérature. Clara, la pote d'Heidi, mais aussi Schweig avec La Pitié dangereuse, ou Bella dans Coup de foudre à Notting Hill. Et la dame Camélia qui meurt de la tuberculose, et Nana qui crève de la variole, etc. etc. Vaste, vous dis-je, trop pour ma petite tête, il s'agissait d'écrémer. Et là, une phrase s'est imposée, une qui m'entête depuis fort longtemps. La première fois que je l'ai lue, cette phrase, j'étais à l'âge où, franchement, la mort, c'est pour les autres. Mais quand même, elle m'avait frappée. Cette phrase, c'est l'excipit d'un roman qui s'appelle Mémoires d'Adrien, de Marguerite Yourcenar, et qui date de 1951. L'excipit, c'est la dernière phrase d'un livre. Et cette dernière phrase du roman, c'est « Tâchons d'entrer dans la mort, les yeux ouverts ». Waouh ! Tâchons, hyper modeste, les yeux ouverts, audacieux, à la fois limpide et mystérieux. Mémoires d'Adrien, c'est l'histoire racontée par lui-même de l'empereur Adrien, né à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Et là, il sait qu'il va mourir dans les semaines qui viennent. Son cœur est très fatigué. Alors, il entreprend de raconter sa vie à son petit-fils adoptif, le futur empereur Marc Aurèle. Et à cet enfant qu'il a pourvu d'une éducation sévère, surveillée, protégée, il écrit à présent la vérité de sa vie. Et non, elle n'est pas particulièrement scandaleuse, ou ne l'est, comme le précise Yourcenar, qu'au degré où toute vérité fait scandale. Et alors, ce qui se passe quand on lit ce roman, c'est comme si Adrien, qui se prépare à mourir, prépare Marc Aurèle à vivre. Et nous, lectrices et lecteurs, on en profite aussi. Merci Marguerite. La fiction fait ça. Elle crée des personnages qui affrontent la mort, la leur, pour que d'autres personnages et nous autres apprenions à vivre, parce que c'est fragile, le désir de vivre. Au siècle dernier, c'était donc Marguerite Yourcenar. Dans celui-ci, c'est un humoriste bien vivant qui s'en charge. Il s'appelle Ricky Gervais, il est britannique, et il a écrit une série qui s'appelle Afterlife. Afterlife, c'est l'histoire d'un type dont la femme vient de mourir d'un cancer du sein. Sans elle, la vie n'a plus aucun intérêt pour lui, et comme il parvient pas à se suicider, il poursuit sa vie en faisant de son pire. Mais c'est elle qui ouvre la série. Elle s'est filmée de son lit d'hôpital, un foulard pour cacher que ses cheveux sont plus là, et elle s'adresse à son mari et elle lui dit « Si tu vois ceci, c'est que je ne suis plus là ». Elle dit aussi « N'oublie pas que tu as bon cœur. N'oublie pas qu'il faut sortir de ce lit, va nourrir la chienne, éteins l'alarme, sors les poubelles, elles sont dans le garage, c'est le gros truc à côté de la maison. »
Mais le veuf va passer beaucoup de temps à regarder sa femme lui enjoindre de vivre. Il va passer surtout beaucoup de temps à renacler, en emmerdant le monde autour de lui à base d'humour noir et d'amertume. Ronchonchon 2000, on dirait Pierre-Emmanuel Barré. Alors tu ris avec la boule dans la gorge, comme quand son neveu de 8 ans lui demande à Ricky Gervais « Mais pourquoi les médecins ils l'ont pas sauvé, Tati ?» Alors lui il répond « Bah ils ont essayé. » « Mais pourquoi Jésus il l'a pas sauvé ?» Et là Ricky Gervais il répond « Bah parce que c'est un trou du cul. » Le personnage de Lisa, la femme de Ricky Gervais, inonde toute la série avec ses yeux bien ouverts plantés dans les nôtres, des yeux pas dupes, comme si elle prenait la suite de l'empereur Adrien. Quant à moi, je crains qu'on inscrive sur ma pierre tombale « Elle voulait entrer dans la mort les yeux ouverts, mais avec ses gros yeux, là, on pouvait pas fermer son cercueil. » Juliette Arnaud, mesdames et messieurs, dans ses œuvres et dans celles des autres. Merci Juliette. On peut te retrouver en podcast sur les applis. Et en vidéo également. Je signale qu'on a battu un record 8 millions de vues pour nos vidéos YouTube de chroniques au mois de janvier. Donc merci pour ça. Merci de nous écouter, merci de nous regarder. C'est vrai. Ça fait plaisir. Suzette Delaloge, tu es toujours avec nous. Petite question, qu'est-ce que tu écoutes comme musique ? Et est-ce que tu en as marre de Danny Briand ? C'était vraiment ma deuxième... Putain, j'allais faire la blague. Oh là 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 là. Vous savez que Danny Briand avait écrit la chanson pour moi quand même. Hein ? On aimerait trop que ça soit vrai. Non, mais laquelle ? J'ai perdu la tête. Non, c'est totalement faux. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique en ce moment ? Toujours pareil, de Dead South. C'est un super groupe. The Dead South. Ok. C'est un super groupe. Bah oui, mais nous engueule pas Juliette. Non, Enfin, je veux dire, on n'est pas responsable. Je le dis, on n'en parle pas assez. Est-ce que c'est ça qu'on va écouter ? Certainement pas. Bon. C'est pas moi qui fais la programmation. On va écouter un titre qui nous rappelle une évidence. Too young to die. Là, normalement, tout le monde est d'accord. Et en plus, comme c'est Jamiroquai qui chante, ben, on a quand même envie de gigoter. Gigotons. C'était Jamiroquai. Too Young to Die. Vous écoutez toujours Radio Nova. C'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Émeric Lompré. Et notre invité, la chercheuse, l'oncologue Suzette Delaloge. Alban, qui est notre spécialiste de la vidéo, qui nous filme, vient de me dire très très bien d'inviter Suzette le jour de la Chandeleur. Oh. Voilà, bah oui, parce que tout le monde a le droit de faire des blagues dans cette émission. Nous n'avons pas le monopole, je dirais bravo Alban. Alors j'ai pas compris. Ouais, tu demanderas une explication, le texte pour Émeric. Allez, c'est le moment de la séquence l'invité de l'invité, c'est une séquence qu'on adore. Chaque semaine, on propose à notre invité de nous présenter quelqu'un ou quelqu'une. Et quand je t'ai demandé, Suzette, tu m'as dit directement, oui, je vais inviter Bob. Excellent, c'est pourquoi je vous demande d'accueillir Delphine Panier. Bienvenue Delphine. Qu'est-ce que... on a envie de savoir pourquoi. Pourquoi Bob ? Pourquoi Bob ? Ben oui. Alors, ce qui est très drôle, c'est les yeux qui pétillent quand les gens me posent cette question, alors que ça n'est absolument pas drôle. Voilà. Donc... Je n'ai pas un B sur chaque fesse, donc désolé, c'est pas voilà qui s'est fait noter. Ok, j'ai l'image. Voilà. J'ai l'image. Oui, parce que le haut, oui. Pour une fois que t'en comprends une, mais. Mais Robert, c'est pareil. On parlait de ça tout à l'heure. Je suis voilà. Je crois que tout le monde peut le constater. C'est pas trop évident, donc ça n'est pas ça non plus. Là, donc on sait pourquoi ça n'est pas ça. À vous de le dire, messieurs. Et sinon, non, c'est juste parce qu'effectivement, il y a très longtemps, en fait, quand j'ai connu l'homme qui allait devenir mon mari, en fait, et qui correspondait à l'époque avec un de ses meilleurs potes quand il parlait de la personne qu'il avait rencontrée, qui était formidable, bien évidemment, puisque c'était moi. Et en fait, il parlait juste d'une personne, en fait, et lui, ne sachant pas si c'était un homme ou une femme, il l'a appelé Bob. C'est un nom de code. Voilà, et c'est contagieux parce que maintenant, les potes m'appellent Bob. Tu veux qu'on t'appelle Bob? Et même mon fils. Même ton fils t'appelle Bob? Salut Bobby. Il est où le Nesquik, Bobby? Voilà. Bobby, j'ai le droit aussi. Ah voilà, oui, il fallait pas me lancer là-dessus. Bobinette, la totale. Et alors, comment vous vous connaissez, vous deux? Au labo, il y a longtemps, j'ai essayé de faire un petit peu de science à la paillasse. J'étais absolument nulle. Et j'avais la chance d'avoir une PhD, une étudiante en thèse qui m'encadrait, qui était Bob. Ouais. D'accord, ok. On a travaillé ensemble pendant quelques temps. Il y a 30 ans. Voilà. Vous avez bossé ensemble Sur le cancer du sein. Sur le cancer du sein, parce que Delphine, Bob, je sais pas comment t'appeler, t'as un doctorat en génétique humaine. Ouais, voilà. Qu'est-ce que t'as étudié pendant ce doctorat et pourquoi t'en es arrivé à étudier le cancer du sein surtout? Eh bien, en fait, tu vois, Suzette, elle parlait d'émotion tout à l'heure, et moi, ça fait tout le contraire. À 10, 11 ans, comme Suzette, je voulais être cancérologue.
Et ça a fait tout le contraire. Je pense que c'est les émotions qui ont pris le dessus et qui ont, je sais pas, tout fichu en l'air. Je suis même pas allée en médecine. Mais donc j'ai essayé de retomber sur mes pieds par la suite et j'ai fait la fac de sciences. Mais quand tu dis c'est tes émotions, c'est-à-dire que tu as eu peur de je pense que j'ai dû avoir peur de rater. T'as fait une sorte de refus d'obstacle. Ouais, non, très sincèrement, je vois pas d'autres. C'est tôt, 11 ans pour faire les études de médecine. Non mais. C'est vrai que c'est vertigineux. C'est intimidant. Ouais, donc pareil, 10-11 ans, cancérologue. Voilà. Et moi, j'y suis pas allée, contrairement à Suzette qui y est allée, qui a réussi. Donc bravo. Mais t'es quand même chercheuse, donc t'as fait de la. Alors en fait, oui, j'ai découvert la génétique humaine pendant mes études de sciences. J'ai trouvé ça passionnant. Et j'ai fait donc tout un cursus de génétique humaine. Et quand les sujets de thèse sont arrivés, enfin c'était même avant, c'était en DEA, il y avait cancer du sein, cancer du rein parmi toute la liste des stages et des sujets à traiter. Et là, quand j'ai vu cancer du sein, alors c'était carrément pour moi. Pourquoi parce qu'en fait, ça m'a vraiment permis déjà de faire de la génétique humaine parce que c'était sur la prédisposition au cancer du sein, donc j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et puis de revenir finalement à mon rêve de petite fille, de bosser en cancéro. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de la place de la génétique? Ouais, c'est rigolo. Chacun ses passions. On pensait pas qu'on allait autant se marier avec le cancer. Moi, j'avais une bonne blague, mais je vais pas la faire. Alors, attends, je préférerais que personne soit malade, hein, qu'on soit bien au clair quand même. Évidemment. Attention. Hein. Qu'est-ce qu'on sait alors de la place de la génétique dans l'apparition de cancer? Je sais que tu vas pas résumer évidemment l'état actuel de la recherche, mais. Et Suzette en parlerait 1000 fois mieux que moi en fait. Suzette en a un peu parlé tout à l'heure, mais. Je travaillais sur un gène de prédisposition au cancer du sein, c'est-à-dire que c'est un gène que certaines femmes ont et qui prédispose au cancer du sein avec une probabilité qui est quoi de Suzette, peut-être pas 100% de développer un cancer, mais 80%. Wow. D'accord, ok. Angelina Jolie, tout ça. D'accord, donc à base de prélèvement d'ADN, tu vas fouiller dans le génome. À l'époque, on recherchait le gène qui s'appelle BRCA1, qui n'était pas encore identifié, et en fait, mon sujet de thèse, c'était de le trouver, en fait, voilà, de le sortir de ce génome et de choper la séquence d'ADN, ce que je n'ai pas réussi à faire, parce que ce sont des Américains qui ont trouvé. Mais c'est pas grave. Voilà, l'essentiel, c'est qu'il a été trouvé. Il y en a eu d'autres depuis. Et puisqu'on vous tient toutes les deux, j'ai envie de vous poser la question sur la place des femmes en sciences. Est-ce que ça stagne? Est-ce qu'il y a du mieux? Ou est-ce qu'il y a du pire? Non, il y a du mieux, ouais, lentement, mais sûrement. Et j'ai tout un groupe de collègues qui sont à fond sur le féminisme en sciences. Il y a plein de mouvements partout, etc. Ça a l'air de te saouler considérablement. C'est des féminazis, elles nous emmerdent. Oh là, Suzette. Ouais. Non, en fait, en sciences et en médecine, de base, maintenant, il y a 70% de femmes. Donc forcément, c'est pas que c'est facile, parce qu'en fait, malgré tout, les postes les plus haut situés restent souvent... Oui, quand même. Mais bon, globalement, ça s'améliore beaucoup. Les femmes arrivent à faire des carrières ou au moins avoir une sorte de pouvoir minimal qui augmente. Mais je sais pas, si on regarde les statistiques, ça reste assez lourd. Il y a que, je sais pas, 30% des femmes qui sont professeurs. Oui, quand même. Donc on n'y est pas, quoi. Derrière, en doctorat, en fait, il y a une femme sur deux quasiment, enfin une personne sur deux qui est une femme et qui a son doctorat. En revanche, effectivement, dans les fonctions les plus élevées par la suite, c'est 25%. C'est-à-dire chef de service ou chef d'hôpital? En tout cas, en ce qui concerne la science, là, je ne parle pas de la médecine, mais c'est directrice de laboratoire. Voilà, c'est pas la majorité. Enfin, ce sont surtout des hommes. Okay. Quel conseil vous donneriez à un jeune ou une jeune qui voudrait se lancer dans la recherche? Delphine, quel conseil tu donnerais? Quel conseil fou? De vivre ses rêves, en fait, d'y aller. Super, Delphine, très bien. Tu es donc coach en développement personnel, Delphine. Tu es démasquée. Vous saviez pas que vous aviez invité une poète? C'était ça le thème, non? C'est fou, c'est la poésie. Tu te révèles. Avoir un deuxième job pour gagner de l'argent, vraiment. Voilà, ça c'est, tu vois, c'est un bon conseil. C'est plus pragmatique, déjà. Non, en fait, le problème c'est la recherche, c'est pas les sciences. Au niveau sciences, le problème c'est que les petites filles, on leur dit pas fais des maths, on va leur dire voilà,
on va les amener sur des études littéraires ou des métiers beaucoup plus manuels, ou je sais pas, enfin bref, pas les sciences en fait. Donc il y a déjà de toute façon une grosse éducation à changer au niveau de la scolarité. Et puis au niveau de la recherche, le souci effectivement, je disais, vivre ses rêves, il faut s'accrocher parce qu'il n'y a quasiment pas de poste de chercheur dans le public aujourd'hui. Donc tu fais une thèse, ensuite tu fais un postdoctorat, 2 postdoctorats, 3 postdoctorats, tu arrives à 35 balais et t'as pas de poste en fait, de fixe en fait. Donc là il faut vraiment être passionné pour y aller aujourd'hui. Ok, merci pour ce message. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Delphine Panier, on peut applaudir bien fort. Merci beaucoup. Bon bah reste un petit peu avec nous, Delphine. Merci en tout cas de rendre le monde moins nul. Ne vous en faites pas pour ceux qui veulent le rendre le monde plus nul. C'est maintenant. Sa prochaine séquence, c'est quoi? Bah c'est la publicité, tout simplement. Vous êtes bien sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré sont avec nous et notre invité, Suzette Delaloge, oncologue spécialiste du cancer du sein. Et est-ce que vous entendez? C'est l'heure de la révolution qui a sonné, l'heure de la révolte, l'heure de celle qui fait relire ses chroniques par chat CGT. C'est Audrey Vernon. Désolée Guillaume, j'ai pas envie de parler. Ah. J'ai pas envie d'ajouter encore du bruit à ce vacarme épouvantable. Je vais profiter de mes quelques minutes de silence aujourd'hui pour demander du recueillement pour tous ces peuples, tous ces enfants qui meurent sous les bombes. Et on s'en fout d'ailleurs de la nationalité de ces bombes. Ce sont les bombes de notre espèce. Aujourd'hui, j'ai envie de silence, de deuil, et de dire pour une fois que je suis terrorisée par l'extinction du vivant. Les hérissons vont disparaître dans l'indifférence générale. On aura fait ça. Détruire les hérissons au profit des SUV. L'eau est toxique. Le monde est devenu moche, violent et pas sympa. Je suis une femme, une mère, et pour une fois, j'ai juste envie de dire que j'en ai marre et que je suis terrifiée. Dernièrement, un ami me disait « Le monde n'a jamais autant ressemblé à un spectacle d'Audrey Vernon ». Depuis plusieurs années, je dis que les milliardaires sont des serial killers qui nous emmènent au génocide. Et on me dit « Mais non, t'exagères ». Et là, à la tribune présidentielle, en plein discours de l'homme qui dit qu'il veut forer comme un malade, Elon Musk et son salut nazi. Un double salut nazi magnifique, plus beau qu'un double arc-en-ciel. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça, moi? Comment ne pas être à bout? Le sketch, ils l'ont déjà fait. Bon, j'ai peut-être une théorie. Et si, finalement, Donald Trump était seulement Jean-Noël Mistral, notre Jean-Noël Mistral? Est-ce que vous avez entendu son deuxième discours d'investiture? On dirait la princesse belge. Non, pardon. Je crois qu'en fait, l'humanité doit lâcher prise et qu'on profite du spectacle. Je vous lis le verbatim exact du discours du président. C'est un beau jour ensoleillé, c'est vrai. Et après, quand je me suis retrouvée dehors, j'ai trouvé qu'il fait vraiment très froid et que tout le monde aurait été très déçu. On devrait toujours faire ça à l'intérieur. Très souvent, on souffre pendant cette cérémonie. Mais là, dans la salle, aucun problème. Et l'acoustique, excellente. Je veux juste dire que ce public est plus jeune et plus beau que le précédent et que je vous aime. Mélania m'a dit, mais non, tu ne faut pas dire ça. Et j'ai dit, non, ce sera très bien. Alors on l'a fait, hein, Mélania? Le passage d'après, c'est sur un karatéka. Vous n'allez pas tout comprendre, mais vraiment, il faut lâcher le mental. Quelqu'un a dit que j'avais étranglé quelqu'un des services secrets, un des hommes les plus forts que j'ai jamais vu. Un ami m'a dit, tu es le gars le plus cool de l'histoire. Coolest sucker in history. Parfois, la traduction, ça baisse un peu. Le gars est bodybuilder, probablement plus fort que moi. Un ami m'a dit, c'est la meilleure histoire que j'ai entendue, que j'aurais attaqué un karatéka. J'aurais bien parlé de ça dans mon discours, mais non, ça a été retiré. Pourquoi? Les agents des services secrets ont dit que ça n'avait pas eu lieu. Bon, enfin, c'était une très belle réussite et c'était le bon choix de faire ça à l'intérieur parce qu'il fait vraiment très froid dehors. Voilà. Cet homme a la bombe atomique. Je pense qu'on devrait tous être en train de paniquer plutôt que de faire des chroniques. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire les deux en même temps. Merci Audrey. Audrey Vernon. Merci beaucoup, on peut te retrouver en spectacle. Chagrin d'amour, mise en scène par Vincent De Dienne, les 11, 12, 15 et 20 février à la Nouvelle Scène. Et on te retrouve aussi dans ton podcast Big Books, c'est ça?
Merci beaucoup. Merci Audrey. On est toujours avec Suzette de la Loge. Tu es toujours chercheuse, tu es toujours spécialiste du cancer. Et on va quitter un moment, je dirais, le monde de la science pour le monde des lettres, parce que je crois que Juliette t'a posé quelques petites questions sur tes lectures. Oui, Suzette, je t'ai demandé quel livre t'étais resté de l'enfance et tu m'as répondu un tube, La gloire de mon père, Marcel Pagnol, 1957. Qu'est-ce qui t'en est resté à toi de ce livre? Est-ce que c'est La gloire des collines de Provence ou l'amour immense et jamais démenti d'un gamin pour son père? Eh bien, rien de tout ça. Ce qui m'en est resté, c'est surtout ma mère qui me le lisait des tas de fois quand j'étais enfant, et surtout ces moments d'insouciance uniques qu'on a quand on est tout petit et que le monde semble paradisiaque et que c'est votre mère qui vous lit et qui vous décrit ce monde dans un livre. Voilà. C'est pas exactement comme ça quand on grandit ensuite, et je pense que c'est peut-être cette bulle de rêve qui m'est restée. Ouais, je comprends. Bon, moi, elle me les lisait pas, mais bon. J'ai appris à lire plus vite. On est aussi là pour régler des comptes dans cette émission. C'est Audrey, là, avec ça. Elle m'a mis en l'air. Comment? T'es fait chialer ou pas? Ouais. Et j'ai pas de mouchoir. Et je n'ai pas de mouchoir. Je t'ai demandé ensuite, Suzette, quel livre t'avait donné envie de devenir adulte. Et ça m'a ahuri. Tu m'as répondu Vipère au point d'Hervé Bazin, 1948. Alors, c'est encore un tube. Et c'est encore un livre autobiographique, ça en fait quand même 2, sauf que là c'est l'inverse, hein. C'est un petit garçon qui hait sa mère, qui a des vraies bonnes raisons de pas... change de registre. On change complètement de registre. Il surnomme sa mère Folcoche pour se venger, et toi tu me dis qu'il t'a aidé à traverser l'adolescence. Ouais. Alors de quelle manière? Suzette. En fait, c'était... c'est assez violent et extrême. En fait, c'est un écrivain qui a toujours dépeint la famille et qui a complètement explosé la famille. Et il y a un moment dans l'adolescence, on a besoin d'exploser la famille. Ah, d'accord, donc il t'a donné une espèce d'autorisation. Et là, parce qu'en fait, j'ai réfléchi quand tu me dis qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir adulte, c'est pas simple comme question. Et d'ailleurs, j'ai posé la question à plein de potes, personne ne sait répondre à la question. Quel est le livre qui vous a donné envie de devenir adulte? C'est pour ça que je la pose. Non, je pense celui-là. Il y a un moment, on a besoin de détruire le piédestal des parents. Il était super utile à ce moment-là. Je dis pas que je pense la même chose de ma mère, mais je pense en termes d'émancipation, c'est un bouquin incroyable. D'émancipation, t'as raison. J'ai retrouvé l'excipit, justement la dernière phrase de Vipère au point. Et je pense que ça peut faire un tatouage magnifique. C'est merci ma mère, je suis celui qui marche. Vipère au point. Joli, non? Ensuite, je t'ai demandé quel livre te fait rire, et là tu m'as répondu. L'omelette au sucre de Jean-Philippe Arouvignaud. Donc ça, c'est un bouquin de 1999 Tout est daté. Que je n'ai pas lu. Et donc je suppose que tu l'as lu à tes enfants, que c'est là où t'as rendu. Non, mais je suis très très honnête. Je ne mens jamais. C'est pour un cancérologue, c'est indispensable. Non, mais c'est vrai. Ça serait relou, ouais. Des petits pièges comme ça. Non, ça va. En fait, ça va. Oh, attendez, je vois un truc. Ah non, ça va. Ou le contraire. Non, je déconne. Et tu as dit très précisément quel est le livre qui te fait le plus rire. Oui. Donc, genre, te fait en continu, quoi. Et donc, j'ai réfléchi. Celui qui m'a fait le plus rire, c'était celui-là, effectivement, parce que je l'ai lu des tas de fois à mes filles et j'ai jamais autant rigolé qu'avec ce livre. Bon, je suis pas sûre que vous allez rire en le lisant, mais... Et c'est encore un livre autobiographique. Je me suis dit, mais ça devient... Absolument. Et tout est daté. Ouais. Mais je t'ai dit aussi que j'étais en train de lire Wellness de Nathan Hill et qui m'éclate aussi, mais c'est pas du tout dans le même... Non, c'est moins pour les enfants. Ouais, c'est ça. C'est moins pour les enfants. Mais tu recommandes l'omelette au sucre, par exemple, pour des adultes. Enfants, c'est hyper drôle. Mais même pour des adultes qui en ce moment iraient pas très bien à cause que Audrey Vernon et Trump, par exemple. Je crois pas. C'est franchement vieillot. Ouais. Et ça parle de quoi? Ça parle d'une. C'est une famille très catholique avec 7 enfants et c'est que des garçons. Ils s'appellent Jean A, Jean B parce qu'ils n'avaient pas trop d'imagination. Donc il y a Jean A, Jean B, Jean C, Jean D. Et c'est leurs aventures au quotidien. C'est très mignon. Mais ça se passe en genre 1975. Par exemple, à un moment, ils réunissent les 6 garçons, parce qu'il y en a 6 à ce moment-là, en disant on a une nouvelle majeure à vous annoncer, c'est juste avant Noël. Et donc ils pensent qu'enfin ils vont avoir la télé, c'est en 1975. En fait, non, ils attendent un 7e enfant. C'est la nouvelle. Voilà, voilà. Non, potentiellement, les gamins espèrent que ça va être une fille. C'est très mignonné, ouais. Non, c'est...
Très bien, bah merci. Non, mais, Moi, je retiens l'omelette au sucre. En plus, j'ai regardé. Mais oui, moi je connaissais pas du tout. Et donc c'est c'est très une bien. vraie satire, si tu prends avec au 3e degré, une vraie satire d'une vision de la famille. Finalement, tous les livres que j'ai cités, je reviens pas à une sorte de vision de la famille un peu diverse. Ça dit beaucoup de toi. Je n'en dirai pas plus. Merci en tout cas. Merci Juliette et merci Suzette. On peut vous applaudir bien fort pour tous ces conseils lecture. Il est 19h53 sur Radio Nova et c'est l'heure de la quasi-conclusion de cette émission. L'heure de prendre de la hauteur sur ce qu'on a dit. Une hauteur de vue, je dirais un bilan, de la nuance. Le meilleur pour la fin. Vous avez reconnu Aymeric Lompré. Allez, l'actualité. L'actualité n'attend pas. L'actualité, c'est pas un aveugle au passage piéton comme ça. C'est rouge, c'est vert. C'est rouge, c'est vert. Floupy, mon chien, Floupy. Bon, bah, c'était rouge. Bah, aujourd'hui, on va parler de mon 3e pire cauchemar. Alors, mon premier pire cauchemar, c'est d'avoir des bras et des jambes en churros. Et après, je mange tout. Et au bout de 12 secondes, je suis Philippe Croison. Mon 2e pire cauchemar, c'est que mon papa, il a un zizi en churros. Et après, il a plus de zizi parce que... Bon. Alors... Et mon 3e pire cauchemar, c'est être en prison. Ah, tout le monde est là. Ouf, heureusement qu'il a pas fait une chronique sur son 2e pire cauchemar. De toute façon, on parle pas la bouche pleine. Peut-être que RTL, ils embauchent. Non, alors... Non, mais je rêve souvent que je suis en prison, voilà. Bah, en fait, tu rêves que t'es en prison parce que ça veut dire, en fait, que tu te sens coupable de choses ou alors que tu voudrais plus t'épanouir dans tes relations. Ta gueule, Tanguy! Putain, les gens qui analysent les rêves, mais putain, mais qu'ils meurent noyés dans un bain de salive de François Bayrou, quoi. Submersion. Non, mais j'arrête pas de rêver que je suis en prison en ce moment. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a Darmanin et Retailleau, là, Kiki Fluke. Tu sais, ils arrêtent pas de parler de prison, là. Hein, ils parlent prison. En ce moment, alors, les hommes politiques de droite, généralement, ils adorent la prison. Hein, mais pour les autres, voilà. Quand il s'agit d'y aller, ils sont là. Non. Je préfère mon petit bracelet électronique. Ça me va mieux au teint. Et puis, je vais bien apprendre la leçon. Après, le juge, il est là. Allez, ça marche. Et après, il y a un monsieur qu'on connaît pas trop. Il dit je pense que je vais abattre l'arbre à côté de la pergola. Ça va éclaircir et un peu amener de la lumière dans les séjours. Et après, tout le monde est là. Mais c'est qui, lui? Et personne ne sait. Là, faut vraiment être bien défoncé pour rigoler. Bon, par contre, là, Tintin et Milou, les deux, là, ils sont persuadés que pour les autres, la prison, c'est hyper efficace. Alors, alerte spoiler, non, pas du tout. Il y a 6 personnes sur 10 qui retournent en prison 5 ans après leur sortie. C'est bien la preuve que c'est pas la meilleure des solutions. Alors, je dis pas que j'ai la solution. Hein. Parce que j'ai rarement la solution à des trucs. On s'attendait pas non plus. Aymeric, on n'a pas de capote. Non. Bon. Non, en plus, la prison, c'est pas équitable. La prison, c'est injuste, la prison. Bah, pour le même délit, un prévenu qui touche 300 € par mois a 3 fois plus de chances d'être condamné à du ferme que quelqu'un qui gagne 1500 € ou plus. Waouh, Aymeric, il a bossé son sujet. Non, c'est Pierre, il m'a dit de dire. Mais du déo, je vais faire popo. Bon, je vais pas tout dire non plus, mais bon. Non, mais la prison, c'est injuste et ça a jamais marché. Hein, ça a jamais marché. Moi, je pense qu'il faudrait essayer d'autres trucs, tu vois. Tu sais, on va pas garder les trucs d'il y a 1000 ans, c'est ridicule. Tu sais, c'est fini les trucs du genre ma jambe, aide-moi, François. Urine sur un cierge et mange des orties, Clovis. Putain, mais François, tu fais chier, ça sert à rien, on est en 2025. Mais puisque je te dis que ça soigne tout. Restez pas là, je vais abattre cet arbre pour amener de la lumière dans le séjour. Putain, mais qui êtes-vous? On sait toujours pas. Alors, pourquoi vous avez plus l'accent marseillais? Parce que j'ai oublié de le faire. Alors... Ma chronique, c'est une prévention pour la drogue. Alors... Non, mais en plus, Laurel et Hardy, là, ils veulent aller encore plus loin. Ils veulent carrément enlever l'excuse de minorité chez les jeunes. Mettre des enfants en prison. Ouh, ils sont complètement fous. C'est l'autorité qui a un grand O. Moi, j'aimerais pas... Eh putain, tu t'es trompé. Non. Casse-toi. Mais non. Non, mais j'aimerais pas être l'enfant de Retailleau, tu sais. Papa. Oui, Clovis. J'ai débordé du dessin. Ah non, pas la machette. Ah arrête de chialer, gamin. Urine sur un cierge et mange des orties. Vous allez voir, ce sera quand même beaucoup plus lumineux. Putain, mais qui êtes-vous? Après, c'est la fin. Hein,
Non mais peut-être qu'un jour il y a une personne qui va arriver au Conseil des ministres et dire « Et si on soignait le mal à la base en réduisant les inégalités, en augmentant le budget des structures d'accueil, des éducateurs, de la prévention et de la réinsertion, est-ce que la délinquance ne passerait pas avant tout par une politique sociale plus soutenue ?» Et les autres, ils c'est là. Au bûcher! Il est où le bois? Ça vient. Merci de m'avoir écouté, pardon. Ben merci quand même. Merci. Ben oui, il faut tenter des trucs. Merci Émeric Lomprey qu'on retrouve en podcast, en vidéo, en tournée. Et tous les lundis au Théâtre de la Renaissance à Paris jusqu'à fin mai. Suzette, c'est bientôt la fin de l'émission. On a quelques petites dernières questions avant de nous séparer à te poser. Juliette. Suzette, est-ce que, à ton avis, les hommes, ils s'évanouiraient s'ils devaient passer une mammographie des testicules? Je rappelle, une mammographie, en gros, c'est une machine à Panini. Mais pour les nichons, quoi. Non, ça se fait sous anesthésie générale. Non, mais c'est la fin. Là. Oui. Alors, Pierre-Emmanuel? Oui, Suzette, vous êtes une spécialiste du cancer du sein. Est-ce que vous pensez que vous en avez vu plus ou moins qu'Émeric? Largement plus. Émeric. Suzette, vous êtes une spécialiste du cancer du sein. Est-ce que vous pouvez dire à Pierre qu'il vient récupérer son appareil à gaufres, que je vais pas le garder 1000 ans parce que putain, il n'est pas marqué pigeon sur mon front, Pierre. On règle nos comptes. Pas de lien, donc pas de réponse. Suzette, c'est un chroniqueur de TPMP, chope un cancer. Est-ce qu'on pourra dire qu'il a une tumeur plus maligne que lui? Vous êtes génial, patron. Ouais. C'est 2 mois, Il faudra des analyses, mais c'est possible. Juliette. Tu es, Suzette, fan d'un groupe nommé The Dead South. Un de leurs titres génial est In Hell, I'll Be in Good Company. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je pense que c'est vrai. Mais, mais tu sais quel est le thème? C'est un mec qui n'aime plus sa femme. Bon. Et donc, forcément, en enfer, il sera en bonne compagnie. Ouais. Mais, et on est d'accord avec ça? Non, mais j'adore, j'adore. Même le titre est cool. Ouais. Je trouve aussi. Pierre-Emmanuel. Oui, Suzette, est-ce que vous diriez que le cancer du cerveau, c'est dans la tête? Non. Émeric. Oh, vous êtes sûr? Qu'est-ce qui est le plus cancérigène? Le cube-cubor ou rester une semaine chez Pierre-Emmanuel Barré et après on attrape un cancer tellement il stresse à nous demander d'enlever toujours ses chaussures? C'est dégueulasse. C'est une vraie question. Ni l'un ni l'autre. Allez, une dernière pour la route. Qu'est-ce qui est pire, Suzette? Avoir un cancer ou avoir Didier Raoult comme médecin traitant? Ah là, c'est clair, Didier Raoult. Merci beaucoup. Suzette Delaloge était avec nous pendant ces 2 heures. Merci beaucoup de toutes ces explications. Merci de ta générosité. Merci à ton invité également, Delphine Planier, qu'on peut applaudir. Laëlia Véron, Audrey Vernon, Guédré. Toute l'équipe technique de l'Européen qui nous reçoit toutes les semaines. Malo, notre réalisateur. Paul à la technique dans les studios de Nova. Merci à toutes les équipes techniques de Nova, à Frédéric Antelme. Merci à Colline, Mehdi, Sébastien, Bastien pour les réseaux sociaux. Aux équipes vidéo de Goodway, Benjamin, Alban pour sa fameuse blague. Et Adrien, Christian à la programmation musicale. Mano et Loris pour la prod. Notre rédacteur en chef, Ramzi Assadi. Émeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud et Guillaume Meurice. Et on se retrouve la semaine prochaine. Amusez-vous bien, gardez le moral et vivement la dernière.